Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, la question qui va nous animer, c'est comment concilier les enjeux énergétiques et géopolitiques de court terme avec les enjeux de transition énergétique de long terme. Une question vaste à laquelle nous allons tenter de répondre avec Aurélie Baudouin, directrice générale déléguée et directrice de la recherche ISR chez Mescart Hamilton AM. Bonjour Aurélie Baudouin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, le questionnement légitime provient du contexte actuel, donc situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine, un certain nombre de sanctions financières qui ont été prises par le monde occidental à l'encontre de la Russie, des questionnements même d'ailleurs pour augmenter ces sanctions qui font ressortir en fait un sujet énergétique clé qui est la dépendance en fait de l'Europe au pétrole ou au gaz. Et alors, ça, c'est le sujet court terme. On en vient même à se demander si le sujet court terme, c'est le sujet, c'est est-ce qu'on consomme moins ou est-ce qu'on va chercher du pétrole ou du gaz ailleurs, qui va à l'encontre presque d'un sujet long terme, qui est de dire comment est-ce qu'on réduit nos consommations d'énergie fossile pour actionner cette transition énergétique. Je laisse de côté le nucléaire, mais peut-être que ça fera partie de votre réponse. Du coup, comment est-ce qu'on regarde cette situation d'irréconciliation finalement entre court terme et long terme actuellement quand on est spécialiste de ces sujets ISR et ESG ? Alors, quand on regarde les débats qui ont lieu actuellement sur la question de la dépendance énergétique, notamment vis-à-vis de la Russie, on voit effectivement quelques annonces qui peuvent aller à l'encontre de la transition énergétique. Bien sûr, on parle de réactiver potentiellement des usines à charbon, des centrales à charbon en Allemagne. On parle aussi potentiellement d'aller vers les États-Unis et le GNL qui est plus émetteur de CO2 que le gaz russe. Le gaz naturel liquéfié, bien sûr. Exactement. En revanche, ce qu'on voit, c'est que la réflexion globale va véritablement toujours dans le sens de la transition énergétique. Si vous regardez le rapport de l'AIE qui a été publié il y a quelques jours et qui propose 10 recommandations pour réduire la dépendance au gaz russe, bien sûr, on voit que ces 10 recommandations apportent aussi une réduction des émissions de CO2. Donc les deux, finalement, vont dans le même sens à moyen terme. On voit aussi qu'actuellement, il y a la conférence sur l'autonomie énergétique et la transition écologique, et que les réflexions qui sont menées aujourd'hui portent, quand on parle d'indépendance énergétique au niveau français, on parle de méthanisation, notamment des déchets agricoles français. On parle de biomasse, biogaz. On parle aussi d'énergies renouvelables qui sont d'autant plus attractives aujourd'hui que le baril de pétrole est extrêmement élevé. Donc en fait, le questionnement aujourd'hui à très court terme, c'est de savoir comment on va se chauffer cet hiver et l'hiver prochain. Donc là, le sujet, c'est comment est-ce qu'on trouve de l'énergie. L'énergie actuelle, c'est du pétrole ou du gaz en majorité, ou du nucléaire effectivement en France, mais là je parle sur le sol européen. Mais ça accélère finalement aussi cette idée d'indépendance énergétique. Et ça passe par des énergies renouvelables en partie, voire, espérons-le, en totalité. Absolument. On voit notamment aujourd'hui, si vous réfléchissez actuellement à changer votre véhicule, le prix de l'essence amène potentiellement davantage le consommateur à se diriger vers les véhicules électriques. D'accord. Donc ça, c'est au niveau de la demande. Et au niveau de l'offre, il y a cette transition qui s'accélère finalement avec la volonté d'aller davantage vers des énergies propres. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une dichotomie aujourd'hui à se dire que finalement, en fait, c'est le pétrole qui monte. Donc le sujet aujourd'hui, c'est le pétrole. Et avant cette guerre que personne n'avait vu venir, le sujet, c'était comment sortir du pétrole. Au niveau européen, le pétrole sortait évidemment de la taxonomie européenne. Le questionnement, c'était de savoir si on y faisait rentrer le gaz pour les Allemands ou le nucléaire pour les Français. Et là, d'un coup d'un seul, on rebat les cartes et on dit, là, en l'occurrence, la priorité maintenant, c'est le pétrole et le gaz. Et c'est même plus un sujet, puisqu'en fait, sinon, vous ne pourrez plus vous déplacer en Europe ou vous ne pourrez plus vous chauffer, tout simplement. Alors, on ne va pas s'affranchir du gaz et du pétrole en un an, c'est sûr. Ce n'est pas l'objectif. Par contre, on voit que les réflexions aujourd'hui vont vers les énergies propres. Et à court terme, nous, en tant qu'investisseurs, si on se rapproche maintenant de nos réflexions sur la partie investissement socialement responsable notamment, c'est d'aller identifier ces sociétés qui vont vers ces innovations d'énergie propre et qui aujourd'hui sont d'autant plus attractives. D'accord. Et sur tout ce qui est énergie fossile et entreprises qui sont carbo-intensives, d'aller regarder des indicateurs prospectifs comme la question du CAPEX, des politiques d'investissement qui sont vers la transition énergétique, de la R&D et des objectifs de réduction des émissions de CO2. Alors, on va revenir sur ces sujets-là parce qu'on va faire le lien avec le rapport du GIEC qui est sorti récemment. Juste avant, sur le sujet de la guerre, il y a également une autre thématique d'investissement qui commence à pointer le bout de son nez. On voit tous les pays européens, ou en tout cas membres de l'OTAN, ou en tout cas une majorité d'entre eux, communiquer sur une augmentation du budget de la défense. Et donc on se demande légitimement si le sujet défense
et donc armement, va pas devenir une thématique d'investissement au titre de défense d'États démocratiques, d'une certaine vision du monde, qui sont d'ailleurs ces États qui portent le plus aujourd'hui les sujets de transition énergétique. Quand on est investisseur ESG, d'un côté, on voit monter peut-être cette thématique d'investissement, de l'autre, on se dit quand même que ça faisait partie des premiers investissements qui étaient automatiquement sortis des listes ESG. Est-ce que demain, l'armement va trouver un moyen de rentrer dans des listes ESG? Comment est-ce qu'on regarde ça pareil, ce paradoxe en tant qu'investisseur? Nous avons des fonds ISR qui excluent l'armement. Nous avons d'autres fonds ISR qui ne l'excluent pas a priori. D'accord. Ce qu'on voit quand on discute avec nos clients, c'est que certains considèrent que ce n'est pas forcément leur rôle, leur mission en tant qu'investisseur, notamment privé, de s'orienter vers ce type d'investissement. Mais ça va vraiment dépendre, c'est très personnel finalement, et ça va dépendre des velléités de chaque investisseur responsable. Et est-ce que ça veut dire que demain, alors on ne sait pas quel sera le monde demain, on est dans un monde plein d'incertitudes aujourd'hui, mais on pourra continuer à s'en passer de la même manière qu'aujourd'hui, ou va falloir amorcer les réflexions plus en profondeur quand même? Vous évoquiez les investissements publics qui sont réalisés dessus, et ça c'est incontestable. Après, à chaque investisseur de voir s'il souhaite participer à ce développement ou pas, et si c'est le rôle en tant qu'investissement privé pour le coup cette fois-ci. Mais pour autant, l'armement n'est pas systématiquement exclu de l'ISR. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en France, nous avons des politiques d'exclusion des bombes à sous-munitions et des mines antipersonnelles. Alors ça, c'est pour l'armement. Je vous propose maintenant de passer au rapport du GIEC. Donc, cette émission, le premier bandeau que les gens ont vu, c'est entre court et long terme. Donc, le court terme, c'était le sujet de transition énergétique en lien avec les sanctions actuelles. Le long terme, c'est ce que nous apprend ce rapport du GIEC. Alors, je ne vais pas tout citer, mais on voit des chiffres qui sont plus alarmants que jamais. Si je prends le sujet européen, je lisais qu'on parle de 30 000 morts par an en 2050 à cause de vagues de chaleur extrêmes, donc 4 000 par an en France, 1 milliard d'habitants menacés par la montée des eaux. Là, du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur, finalement, est-ce que le sujet du pétrole ou du gaz, d'un coup d'un seul, si on reprend la big picture, en fait, est tout de suite beaucoup moins... Enfin, c'est beaucoup plus un épiphénomène par rapport à une trajectoire beaucoup plus longue. Donc là, en fait, d'un coup d'un seul, on se dit, mais il faut qu'on aille beaucoup plus vite, en fait, en matière d'investissement pour de l'énergie propre. Oui, effectivement, ce rapport est extrêmement alarmiste. Il portait sur les conséquences du changement climatique. Et ces conséquences, que ce soit sur notre écosystème, mais aussi sur la santé humaine, sont catastrophiques. On parle d'échecs aujourd'hui au niveau du leadership climatique, mais on parle aussi dans ce rapport d'une fenêtre d'opportunité qui existe encore. Oui, effectivement, moi j'ai axé sur le côté dramatique. Oui, d'accord, oui, bien sûr. D'où l'importance de continuer et d'augmenter les investissements sur cette transition énergétique. Et alors, comment on fait quand on est investisseur, qu'on lit ce rapport et qu'on se dit, tiens, là, j'ai un rôle à tenir, puisque j'ai une mission qui m'a été donnée par des investisseurs, et moi, en tant que professionnel de l'investissement, il faut que je fasse les bons choix. Comment est-ce qu'on fait ? Continuer à identifier, notamment sur les petites et moyennes entreprises, on voit des innovations qui sont fantastiques pour réduire les émissions de CO2, tout ce qui est pompe à chaleur, efficacité énergétique, économie circulaire et les énergies propres qu'on évoquait tout à l'heure, sont des viviers d'investissement qui sont extrêmement intéressants. Et alors, dans l'ESG, donc il y a E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Donc effectivement, on peut avoir des fonds qui correspondent plus à l'un ou à l'autre. Quand on lit le rapport du GIEC, donc là on est essentiellement sur la thématique environnement, est-ce que vous constatez que il y a plus une demande sur le sujet environnement aujourd'hui que sur le reste, et que, par exemple, des investisseurs ont du mal à comprendre qu'on fasse de l'investissement ISR, mais qu'il soit focalisé sur le S ou sur le G, par exemple? Alors, finalement, dans ce rapport, on parle aussi de justice sociale, le rapport du GIEC, puisque ce qu'on voit, c'est que ces deux thématiques, environnement et social, sont extrêmement convergentes et entremêlées, et qu'il est important, on parle aussi beaucoup de transition juste, donc l'idée d'aller vers une transition énergétique qui puisse être favorable socialement à toute la population. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui même dans les demandes de nos clients, c'est la thématique de transition juste, de l'intégration notamment des salariés qui sont à risque dans les entreprises, donc de formation, d'adaptation des postes, et puis aussi d'impact positif sur les communautés locales, reste extrêmement prégnant. Et alors, dans les échanges que vous avez avec ces investisseurs, est-ce que, je ne vais pas revenir sur les scandales, on n'aura pas le temps d'ailleurs, mais on voit de plus en plus de questionnements sur, entre la promesse de l'ISR
les investissements réels ou les scandales qui peuvent ensuite survenir. Quelle est la teneur des échanges que vous avez avec vos clients? Est-ce que vous sentez parfois un peu plus une plus grande envie d'y aller ou au contraire une plus grande scepticité un plus grand scepticisme sur justement ce type d'investissement? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi une plus grande sensibilisation à ces sujets. Bien sûr. Ouais. Les exemples que vous avez en tête, on voit qu'il y a une incidence directe sur le cours de bourse et extrêmement forte sur le cours de bourse de ces entreprises. Oui, où là, il y a des investisseurs particuliers, effectivement, qui décident de rentrer ou sortir, et des investisseurs professionnels. Ouais. D'où la nécessité indispensable d'intégrer ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sur nos politiques d'investissement globalement. Donc cette sensibilisation est exacerbée du côté des particuliers et des clients institutionnels, mais c'était déjà le cas. Et après, à nous de continuer à innover sur la façon d'évaluer les entreprises, et pas se cantonner aux données qui sont issues des agences de notation extra-financière, mais pouvoir aller plus loin au travers des rapports, des associations de consommateurs, des ONG, voire des syndicats, avoir des sources qui soient suffisamment enrichies et développer pour ne pas se cantonner à la publication qui est faite par l'entreprise. Et on en revient au sujet de la donnée et voir s'il faut peut-être élargir effectivement les données qu'on analyse justement pour sélectionner des sociétés. Merci beaucoup Aurélie Baudouin. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée et directrice de la recherche ISR chez Mescart Hamilton. Et merci à vous. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.